Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un aspect très très important de l'économie. Ce sont évidemment les prêts à l'habitat des ménages. Et ce sont les derniers chiffres qui viennent de tomber actuellement, hein, donc le 9 juillet 2024. C'est très important parce que évidemment, ça impacte toute l'économie et on va voir un peu quelles sont toutes les ramifications. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler en fait qu'il est possible de s'inscrire dans un membership sur la chaîne YouTube. Vous avez le choix entre affaires pour, disons, supporter, envoyer un signal comme quoi ça serait bien d'avoir plus de vidéos sur la partie affaires, c'est-à-dire les indicateurs économiques, l'étude des statistiques, ou alors investisseurs, ça va être par exemple pour les contenus investisseurs, ça va être tout ce qui est les différents types d'investissements, des nouveaux investissements, comment traiter les investissements, etc. Voilà. Donc, pour en revenir à l'habitat des ménages, le, le panorama des prêts à l'habitat des ménages, on va commencer euh, donc par voir un peu ce qui se passe. Donc, j'étais obligé d'agrandir beaucoup en fait cette publication de la Banque de France. Je vais vérifier de ce pas que vous voyez tout bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, il y avait eu un petit rebond le mois dernier, mais finalement on est quand même à des niveaux relativement bas. Et si on poursuit ici la ligne, on voit que on est dans la même situation que lors de la crise de l'euro et pas très loin du bas de ce qu'on avait connu lors de la crise des subprimes. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est important hein, parce que c'est l'impact sur l'économie. C'est on voit ici hein, cette descente aux enfers là. Elle est très longue, elle est très longue et elle est beaucoup plus longue que ce qu'on avait connu à l'occasion de la crise des subprimes. Beaucoup plus longue et beaucoup plus profonde. On avait connu un peu quelque chose dans ce goût-là au moment de la crise de la zone euro. Ça avait duré pas mal de temps hein, quand même. Ici, on voit à peu près un an, d'ailleurs même on peut commencer à partir de là, hein, un an et demi en fait à des niveaux bas, semblables à ce qu'on a connu maintenant. La sortie, on la connaît. La sortie, c'est que ici, quand on arrive au bout là, eh bien, il y a énormément de biens à vendre. Vous avez plein de petits panneaux à vendre dans les rues et personne n'achète. Et bah, ça met du temps vraiment avant de repartir, hein, je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est un point qui est particulièrement important à regarder. On peut voir les crédits à l'habitat renégociés en négociation, voilà. Donc vous avez vraiment un peu une moyenne. On voit qu'on n'est pas très loin de la moyenne de 2003 à 2014. 2014, c'est ce qu'on avait connu ici, hein, période de crise, donc la fin janvier 2003. Peut-être c'est un peu les restes de l'éclatement de la bulle Internet. Ici, on a la crise des subprimes. Ici, on a la crise de l'euro. Voilà. En fait, on est revenu à une situation de crise et c'est ce qui est vraiment très notable sur sur ce graphique. Vous pouvez trouver, hein, c'est sur le site de la Banque de France. En fait, ça vient de paraître aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, vous avez la production annuelle de crédit à l'habitat aux particuliers. Donc voilà, on voit actuellement où on en est. Alors, il y a eu vraiment très peu de crédits hein, en 2023, l'année dernière. Cette année, il semble qu'il y en ait un peu plus, quoi. Et même que voilà, peut-être on a fait une partie du chemin. Le problème, c'est évidemment la question des élections et puis la question maintenant du nouveau gouvernement, de la nouvelle majorité, des nouvelles lois qui vont être prises. Alors, est-ce que les acheteurs vont être attentifs, etc. Moi, j'ai vu des chaînes YouTube hein, sur l'immobilier où ils en parlent et ils disent effectivement que bah, il y a un attentisme, d'autant plus que bah, on ne sait pas quelles vont être les prochaines décisions. Alors, ensuite, on a facteur explicatif de l'évolution de la demande de crédit immobilier solde d'opinion en pourcentage. Donc là, c'est pas en valeur absolue, mais voilà, vous avez l'explication, c'est une augmentation du sentiment en gros et une diminution du sentiment. Donc vous avez perspective sur le marché de l'immobilier.
quand c'est en haut ici, ça veut dire que les gens ont tendance à être de plus en plus optimistes, et quand c'est en baisse, ils ont tendance à être de plus en plus négatifs. Et de manière pas très surprenante, mais c'est quand même des niveaux, quand même des niveaux très impressionnants, je trouve, hein. Euh, Si on regarde là, on parle du premier trimestre 2022, hein, deuxième trimestre 2022, pardon. Et là, on voit que au troisième trimestre 2022, en fait, les gens commencent à être vraiment très très négatifs. Euh, Là, c'était la pandémie. Mais on voit, c'est dommage qu'il n'y ait pas des chiffres de plus anciens. Mais là, on voit en fait qu'on est depuis à peu près 2 ans sur vraiment une très très forte négativité dans le cas des perspectives sur le marché de l'immobilier en fait. Ça n'a jamais été ultra positif, mais là c'est vraiment franchement très très négatif. Euh, donc demande, la demande en fait en souffre nécessairement. Il y a le niveau général des taux d'intérêt. Ah, c'est un chiffre intéressant. C'est vraiment très intéressant. En fait, c'est pour bien comprendre, effectivement, la psychologie des foules en économie, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et on le voit ici à ce graphique. Pourquoi? Parce que le niveau général des taux, en fait, il est clairement ressenti, bon, comme difficile, ok, mais là, on voit que ça, mine de rien, il est de moins en moins négatif. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, puisque de toute façon, ok, ça baisse de 0,0 et quelques points, etc. Mais il n'y a pas d'amélioration envisagée avant fin 2025, avant le deuxième semestre 2025, selon les propres termes de la BCE. Donc c'est intéressant de voir que les gens ont l'air d'être optimistes, mais en fait ça correspond pas vraiment à la réalité, c'est juste quelque chose qui court dans les médias. Je ne dis pas que les médias trompent sur ce point-là, mais je dis que peut-être ils sont un peu optimistes. Ensuite, on a la confiance des consommateurs, donc qui était vraiment très très basse, mais bon, elle a quand même été très basse pendant toute la durée de la pandémie, à vrai dire. On voit elle est très très basse. Bon, elle remonte un peu. Alors, est-ce que c'était l'approche des élections éventuellement? Ok. Le recours à des financements alternatifs. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être c'est du crowdfunding ou bon, je sais pas. Demande. Donc la demande, ben voilà, la demande, elle a tendance à remonter parce que justement, il y a surtout le niveau général des taux d'intérêt, quoi. Je veux dire, ça c'est vraiment un truc, mais les gens ne voient pas la réalité que les taux d'intérêt, ils sont pas prêts de redescendre. Donc, taux de croissance annuel des encours de crédit à l'habitat aux particuliers. Là, c'est, euh, c'est une démonstration, voilà. Quand on regarde l'historique, hein, croissance annuelle des encours de crédit à l'habitat au particulier en pourcentage. Si on regarde ce graphique-là, en fait, on voit très clairement que on a une baisse ici lors de la crise des subprimes, mais ça s'arrête à 4. Ça s'arrête à 4%. On a après la même chose lors de la crise de la zone euro, 3% à peu près, qui dure d'ailleurs pendant pas mal de temps, hein. Ça dure 2013, 2014, 2015, 2016. Donc, euh, donc là, vous avez, disons, pour être gentil, hein, 3 ans, un 2 3 4 vous avez à peu près 4 ans de, de taux de croissance qui est bas en fait, hein, qui est inférieur à 4 ici, hein. Donc il ne faut pas croire que les demandes de crédit, elles vont repartir comme c'était avant le cas. Il ne faut pas croire qu'elles vont remonter comme ça, hein. D'ailleurs, ça ne se produit pas tellement en fait. On voit qu'il y a une grosse chute. Après, voilà, il y a une petite montée. Et puis là, normalement, 2017, 2018, 2019, dans la période pré-pandémique, ça n'a pas réexplosé à la hausse, hein. Je veux dire, donc il ne faut pas quand même croire que ça va remonter comme ça. On le voit aussi,
Ça, c'est le taux de croissance annuel. Le taux de croissance annuel. Et puis, on voit que bah, en ce moment, ça passe carrément sous le zéro, quoi. Voilà, mai 2024, hein. Le prix des logements anciens en France métropolitaine. Voilà. On voit le glissement trimestriel et glissement annuel. Bon, bah, évidemment, ça tombe, hein, ça, c'est clair. Donc, nouvelle baisse des taux d'intérêt des crédits à l'habitat en repli de 34 points de base depuis le début de l'année. Je vérifie que vous pouvez bien voir. Enfin, 34 points de base, oui, ok, mais enfin, c'est pas. C'est quand même pas. Voilà. Ici, on voit ici hein, où on en est actuellement. Taux y compris renégociation. Donc, on prend le bleu, là, ici, ok, à 3,5 à peu près. Là, c'était en 2013 quand même, hein. Donc, quelque part, ça serait pas illogique que les prix retournent disons, redescendent au moins à 2013. Je me suis déjà expliqué à pas mal de reprises le, sur le fait que les prix de l'immobilier pouvaient descendre extrêmement bas. Je vais repréciser ma pensée parce que on est vraiment tout à fait dans le sujet. Et la construction, bah, ça impacte, quand le bâtiment va, tout va, ça impacte directement l'économie. Voilà voilà ma réflexion sur le sujet. Ma réflexion, c'est de dire, voilà, vous avez des taux d'intérêt qui augmentent. Ok. Les taux d'intérêt qui augmentent, eh bien, voilà, voilà, hein, les taux d'intérêt qui augmentent, ça fait que c'est plus difficile pour le particulier pour emprunter et pour acheter. Donc, vous avez une baisse dramatique des transactions. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et vous avez aussi une petite baisse des prix qui est liée à la baisse du nombre de transactions. Mais cette baisse des prix, elle est pas si énorme que ça. Elle peut, disons, taper dans le -20, -30%. Et c'est pas énorme par rapport aux hausses qu'on a connues auparavant. Seulement, la question n'est pas là. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que on a une hausse des taux, et c'est pas seulement dans le domaine du bâtiment et de la construction, c'est des taux qui sont généraux pour toute l'économie. C'est ça qui est plus grave. Parce que on est passé d'une économie où vous aviez des taux qui étaient très bas, à un financement des entreprises qui était pléthorique, à un financement des entreprises qui est resserré. On parlait d'ailleurs d'éventuelles mesures pour faire des économies. Pour l'instant, on n'en sait rien, hein. Donc voilà, vous avez cette partie-là. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez un resserrement du crédit aux entreprises? Mécaniquement, vous avez une trésorerie qui baisse. Mécaniquement, vous avez donc beaucoup plus de faillites, puisque vous avez les trésoreries qui atteignent zéro, donc c'est la faillite directe. Et donc, vous avez du chômage. Et donc, à ce moment-là, vous avez un effet de second tour qui est que les loyers, de manière générale, sont entraînés vers le bas pour deux raisons. Le manque de solvabilité des gens qui ont perdu leur emploi et qui ont une grande baisse de leur pouvoir d'achat. Et puis, vous avez des gens qui vont pas pouvoir payer leur loyer, donc qui vont faire défaut. Donc, à un moment donné, les loyers, même si. Parce qu'on dit oui, mais la demande, elle est forte. Oui, d'accord, mais il faut une demande solvable. C'est pas parce que il y a un différentiel entre la demande et l'offre que les prix ils s'ajustent au maximum de l'offre. Il faut rencontrer une demande solvable. Si vous ne rencontrez pas une demande solvable, vous pouvez avoir un appartement proposé à 100 personnes, mais si les 100 personnes ne peuvent pas dépenser, je ne sais pas, si le loyer vous le fixez à 800 euros par exemple, et que les gens ne peuvent pas mettre plus de 400, vous avez beau avoir 100 personnes, de toute façon, ils ne pourront pas payer les 400, les 800. Et donc à ce moment-là, mécaniquement, les loyers vont baisser parce que vous êtes obligé de louer ou alors vous êtes obligé de vendre. Mais à ce moment-là, c'est une vente forcée quelque part et vous allez être obligé de vous presser parce qu'il y a des crédits à rembourser, il y a tout un tas de frais, il y a ce genre de trucs-là. Et à ce moment-là, c'est une spirale qui entraîne les prix de l'immobilier très vite vers le bas. Et à ce moment-là, vous voyez fleurir plein de pancartes à vendre dans les rues des villes. C'est normal, c'est comme ça. C'est l'effet second tour.
Vous comprenez? La baisse des taux d'intérêt qui influe sur le nombre de transactions, c'est pas ça qui va faire baisser les prix directement. C'est le fait que derrière, vous allez avoir un gros choc sur la demande qui sera plus solvable à ce niveau-là. Voilà. Donc après, voilà, ensuite il y a des mesures, il y a, je sais pas quoi, mais voilà le principe en fait de la crise. Et c'est ça qui fait que ça entraîne le truc vers le bas. Le gros problème central, c'est le niveau des taux d'intérêt. C'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Taux de crédit nouveau, taux effectif au sens étroit, moyenne mensuelle. Mais voilà, vous arrêtez un peu pour regarder ce tableau de chiffres. Rapporté au PIB, la production de crédit à l'habitat demeure en France un peu supérieure à celle de la moyenne de la zone euro. On va voir des chiffres intéressants là-dessus, hein. Comparaison, c'est vraiment très intéressant. Alors, voilà la France. Donc la France, on voit que effectivement le crédit baisse. L'Allemagne, ça se reprend un peu. On voit que l'Espagne, c'est resté toujours à un niveau relativement bas, mais il y a beaucoup de propriétaires en Espagne. En Italie, on voit que bon, c'est aussi à des niveaux relativement bas. Euh, voilà, négociation, hors renégociation, etc. Puis là, vous avez un indicatif sur la zone euro. Alors, seulement, moi, il y a un sujet, voilà, c'est taux de croissance annuel des encours de crédit à l'habitat au ménage. Je ne sais pas s'il y a la totalité. Ça, c'est la production. Donc ça, à la limite, encours de crédit au ménage. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais trouver. Je vérifie que vous voyez bien. Oui. Alors, voyez, donc, encours de crédit au ménage en pourcentage du PIB. Ça aussi, c'est une valeur dont on parle, qui ne fait pas les gros titres, mais c'est une valeur qui est extrêmement intéressante, une valeur qui est inquiétante. Vous avez, donc en fonction des pays, hein, vous voyez l'évolution. Donc on voit que la France, en bleu là, eh bien, elle a un encours de crédit au ménage, donc au privé, en fait, qui s'est beaucoup accru, beaucoup plus en combien? En une dizaine, en 10 ans, ouais, qui s'est beaucoup accru et bon, qui visiblement est quand même en train de redescendre. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que, en fait, il y a d'autres pays en Europe qui ont des niveaux de taux de crédit qui sont bien supérieurs. Par exemple, les Pays-Bas, je crois le Danemark. Et à ce moment-là, quand on arrive en crise, eh bien, ça devient catastrophique. Je crois qu'en ce moment, justement, le nord de l'Europe, il n'est pas si bien placé que ça au niveau économique, justement, probablement à cause de ce genre de choses-là. Parce que les ménages sont assez endettés, je pense, voilà, un peu au nord. Et, bah, donc les entreprises peuvent faire faillite en fait plus facilement parce que à ce moment-là, la trésorerie, elle est beaucoup plus en danger, quoi. Donc vous voyez, par contre, l'Espagne revient de loin, hein, et arrive au même niveau que l'Allemagne et l'Italie. En fait, ils sont très peu endettés personnellement. Donc, si vous voulez, par exemple, l'Italie, bon, je ne sais pas comment ça se passe trop légalement parlant au niveau de la manière dont vous achetez des biens, mais le, vous avez moins de risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Vous avez moins de risques d'une baisse importante des prix en Italie que dans les autres pays. Parce que justement, l'endettement des ménages, il est plus faible. Donc comme il est plus faible, alors je sais bien que la dette publique italienne, elle est très importante, mais l'endettement des ménages est faible. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup moins de ventes forcées, vous avez beaucoup moins de risques en fait que les baisses de prix soient très importantes. Alors évidemment, c'est aussi le cas, mais un peu moins en Allemagne et en Espagne qu'en France. Mais si vous achetez dans un pays européen, vous voyez, c'est le genre de tableau qui est important de consulter. Alors, taux d'intérêt, les taux d'intérêt. Bon, taux d'intérêt, on voit que l'Espagne est bien inférieure à la France, comme l'Italie d'ailleurs, et l'Allemagne se situe à peu près au même niveau que la France.
mais à des niveaux plus élevés. Donc voilà. Donc mine de rien, quelque part, et c'est vrai qu'il y a eu des augmentations, mais l'Espagne et l'Italie s'en tirent pas trop mal finalement. Alors, ouf, la part des crédits, ouais, la part des crédits à taux variable dans la production de crédits à l'habitat. Donc ça, c'est en fonction des pays. Et on voit que les crédits à taux variable ont plus trop la cote. Et bon, ça se comprend. Ce qui est quand même assez notable, en fait, c'est que dans la période où on était à des taux proches de zéro, en fait, les gens finalement n'ont pas trop joué sur cet aspect-là. Mais on peut voir, hein, je veux dire, en fonction des pays, on voit qu'il y a eu une augmentation euh, sur l'Allemagne, mais bon, ils se sont calmés. L'Espagne, voilà, qui avait beaucoup de taux de crédit à taux variable, jusqu'à 90% quand même, hein. Là aussi, ils ont vraiment réduit énormément leur exposition quand même. Ce qui fait que les prix en Espagne, bon, voilà, offrent peut-être plus de stabilité. L'Italie, voilà, il y a un gros pic là. Euh, et puis la France, heureusement, qui reste sur des niveaux très bas. Mais il y avait quand même cette solution des taux variables qui était beaucoup utilisée en France au moment de la crise des subprimes. Et je crois que voilà, c'est quelque chose qui a été assez compris. Donc, pouvoir d'achat immobilier des ménages qui remonte en fait. Ok. Euh, donc, effet prix. Donc, c'est surtout l'effet prix en fait. L'effet prix qui diminue. L'effet prix qui diminue. En fait, les prix ont beaucoup augmenté ici. Donc, ça enlève de la surface. Ça enlève de la surface ici. Euh, le fait d'avoir des taux d'intérêt, bah, ça a augmenté la surface. Voilà. Donc là, on voit le résultat en fait. On voit le résultat. Euh, évolution du pouvoir d'achat immobilier en mètres carrés depuis 2007. Ouais. Donc ça aussi, c'est un graphique qui est très intéressant. Euh, voilà. Et qui est inquiétant. Donc, répartition des emprunteurs par tranche de revenus en pourcentage du nombre d'emprunteurs. Répartition des emprunteurs par tranche de revenus euh, en pourcentage du nombre d'emprunteurs. Donc, on peut voir ici que une grosse majorité d'emprunteurs sont des gens qui gagnent moins de 3 fois le SMIC. Donc, quelque part, ça veut dire les ménages qui sont les plus fragiles dans l'économie. Donc à partir du moment, c'est ce que je disais, je veux dire, à partir du moment où vous avez des emprunteurs, ça veut dire des emprunteurs par définition, c'est ceux qui n'ont pas fini de rembourser leur crédit. Donc s'ils sont mis au chômage, ils ont un risque. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous avez en fait euh, des emprunteurs qui sont à risque. Donc en cas de d'augmentation du nombre des faillites due au fait que les taux d'intérêt se maintiennent à des niveaux élevés, eh ben, ce qui se passe, c'est que bah, ces gens-là ont plus de risques d'être chômeurs et donc plus de risques de devoir revendre leur appartement ou ce genre de choses-là. Donc
Quand je parlais de, comment dire, de l'effet boule de neige, du fait que le taux de crédit est haut, ça impacte les entreprises, leur trésorerie, ça les fait faire faillite, ça met des gens au chômage, et donc ça détruit encore plus l'économie. C'est vraiment exactement de ça dont je veux parler. C'est-à-dire que à un moment donné, parce que c'est bien de prendre des crédits, mais il faut les rembourser. Même si le taux il a été pris quand c'était à zéro, le problème c'est qu'il faut quand même rembourser le principal, hein. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, dans un cas de crise, c'est que c'est difficile à ce moment-là de rembourser le principal. Donc, il y a des ventes qui sont obligées. Donc, ça fait s'écrouler effectivement le prix du marché. Donc, ça, c'est quelque chose de particulièrement important à surveiller aussi, de voir peut-être aussi le... Même si vous empruntez à taux zéro, vous êtes quand même obligé de rembourser. Je veux dire, à partir du moment où vous avez un risque sur les entrées d'argent dans le ménage, bah, il y a clairement un problème, hein. Donc c'est ça en fait l'effet second tour. C'est pas la baisse des transactions, c'est pas le fait que le taux de crédit est élevé, donc il y a une baisse des transactions qui fait baisser les prix de l'immobilier. C'est pas ça qui fera la grosse baisse. La grosse baisse, elle vient de là, de l'impact indirect des taux d'intérêt sur l'économie qui entraîne moins de trésorerie dans les entreprises, plus de faillites, plus de chômeurs, moins de pouvoir d'achat, moins d'argent, et vous en arrivez à cette situation-là, quoi. Donc voilà, voilà, je pense que, mais c'est important parce que ça touche toute l'économie, hein. Ça touche absolument toute l'économie, hein. Et quand on dit, donc quand je parle des emprunteurs privés, hein, on avait vu ça sur, voilà, sur ce graphique-là, hein, les encours de crédit aux ménages. Donc c'est ça, il faut recouper avec ça. Et quand vous recoupez avec ça, vous voyez qu'en France, justement, on a un taux d'encours de crédit aux ménages qui est élevé. Donc à partir du moment où des ménages font défaut, et ben, à ce moment-là, vous avez une spirale qui s'enclenche sur la baisse des prix très importante de l'immobilier. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, encore une fois, vous avez des pays dans lesquels ça s'est élevé. C'est des pays du Nord, ils ont l'air de bien se porter. Ils sont cités en exemple parce que leur déficit public, il n'est pas le plus élevé. Mais le problème, c'est que les ménages ont un taux d'endettement élevé. C'est ça qui pose vraiment un très gros problème. Et ça peut vraiment mettre par terre toute leur économie. Euh, et à ce moment-là, bah, les gens pourront dire on ne comprenait pas. Bah ouais, mais c'est à cause de ce genre de choses-là, en fait. Parce que si vous avez des gens qui sont, qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais qui sont très endettés, bah, à un moment donné se pose le problème de solvabilité. Et à ce moment-là, vous avez une spirale qui entraîne les prix de l'immobilier et toute l'économie vers le bas, quoi. C'est ça le problème. Voilà, bah, je vous remercie.